c'est le Moritero, le Meroto qui redémarre aujourd'hui en compagnie de Djibril, Mohamed, Michel et Justina. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va évoquer évidemment les matchs du jour avec les demi-finales qui débutent ce soir et pour commencer évidemment le match entre le Portugal et le Pays de Galles. Un Portugal qui a donné une image assez négative de son jeu, qui n'a toujours pas gagné un seul match dans le temps réglementaire. Eh ben on commence sur ce match-là. Est-ce que ça va être le réveil du Portugal enfin au niveau du jeu ce soir? Je pense qu'on l'espère tous en fait. Tout le monde a été déçu par le jeu que les Portugais ont proposé depuis le début. Surtout déçu des joueurs comme Ronaldo ou Nani, qui sont un petit peu les stars de cette équipe. Donc c'est à eux de porter l'équipe vers le haut. Maintenant, il y a aussi un autre joueur qui descend un petit peu, c'est Moutinho, qui risque d'être titularisé ce soir. Ouais. Il a été mis de côté lors des 2 derniers matchs. Alors qu'il était titulaire au début. Alors qu'il était titulaire au début. Et dans tous les matchs de préparation. Exactement. Donc ils sont passés dans un autre système un peu plus défensif. Donc je pense que contre le Pays de Galles, à mon avis, faut qu'ils mettent en place un système plus offensif. Et à mon avis, Moutinho a toutes ses chances à jouer derrière un attaquant. Vous avez vu cette image de Moutinho au moment de tirer le penalty? En fait, il voulait pas y aller dans la séance. Et Ronaldo lui a dit, allez, on s'en fout, tu vas y aller, tu vas le tirer, tu vas marquer. Est-ce que ça fait partie des choses qui peuvent le remettre un peu en confiance aussi après avoir été un peu mis de côté? Je l'espère, parce qu'un joueur de son calibre et de son niveau se doit de prendre ses responsabilités pendant l'Euro, surtout avec son équipe nationale. Et j'espère vraiment, et j'ai apprécié ce que Ronaldo a fait, parce que certains joueurs ont tendance à se cacher lors des séances de tir au but, et c'est justement là, surtout qu'on a un joueur, je le répète, de son envergure, qui sait tirer les pénaltys. Les pénaltys, c'est d'ailleurs ce que Ronaldo lui a dit. Tu sais tirer les pénaltys, vas-y, faut arrêter de te cacher. J'espère que ça va le réveiller, lui, ainsi que le Portugal, parce que jusqu'à présent, ils nous ont un peu déçus au niveau. Est-ce qu'un petit détail comme ça peut permettre de se réveiller plus généralement dans son jeu? Parce que tu disais, il se cachait au moment des pénaltys, mais il se cache dans le jeu aussi. C'est vrai, et je pense que ça va le réveiller, et je pense que Ronaldo a dû lui dire que le Portugal a besoin de lui. On l'a vu pendant les matchs où il a débuté sur le banc. Le jeu portugais était un peu morose, on va dire, avec sa patte qui est bonne, à l'instar d'Iniesta, qui est capable de trouver des passes que personne ne peut trouver. Tout à fait. Même s'il l'a pas beaucoup montré depuis le début. Non, mais pour moi, vraiment, c'est un équivalent d'Iniesta en meneur de jeu. Les passes justes, il est toujours dans le tempo, il est calme, il a l'expérience, etc. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage. Après, le sélectionneur portugais, j'ai du mal à comprendre ses choix, je l'avoue. Je crois que les joueurs aussi. Oui, tu m'étonnes. Franchement, il prend pas. Il est toujours sur la défensive en fait. Et alors qu'il y a une équipe qui peut vraiment aller vers l'avant, il a tout le talent offensif. Et sortir un joueur comme Moutinho au milieu de terrain, pour moi, il est indispensable. Enfin, il a tout le talent offensif, sauf peut-être un buteur, un vrai avançant. Il n'y a pas de neuf. Il n'y a pas de neuf. Et franchement, l'attaquant par exemple du FC Porto, c'est un jeune montant, je me rappelle plus de son nom. Il a fait ses preuves. C'est un vrai pur neuf. Mais Eder, il a rien à faire dans la sélection. Je suis désolée. Je vis au Portugal. Tout le monde se demande ce qu'Eder fait là. En fait, là, il est un joueur de Jorge Mendes. C'est pour ça qu'il est là. Mais au-delà de ça, il faut un neuf. Il faut quelqu'un devant qui met les buts, quoi. Et donc voilà, c'est un petit peu ça qui manque à la sélection. C'est ce qui manque au Portugal depuis plus de 10 ans d'ailleurs. Ils n'ont pas de depuis Paoletta tueur. C'est ça, depuis Paoletta. Qui n'était pas vraiment performant en sélection d'ailleurs. Paoletta, qui est le meilleur buteur de l'histoire du Portugal. Ouais, mais qui a jamais porté le Portugal sur ses épaules. C'était un bon attaquant, mais il a jamais permis au Portugal de gagner une compétition. On en a vu d'autres, des Helder Postiga, des Nuno Gomes, qui étaient des bons attaquants, mais sans plus. Moi, je suis pas trop d'accord avec ce Portugal bashing là qu'on entend dans les journaux. Eux non plus d'ailleurs. Oui, mais la communauté portugaise était particulièrement énervée des mots comme dégueulasse, des choses comme ça qu'on a pu entendre. Moi, je suis pas du tout d'accord parce que, ok, ils ont un potentiel offensif, mais pour moi, des joueurs comme Nani et Quaresma, c'est des joueurs qui sont capables de fulgurance, mais pas du tout dans la régularité. Et c'est un peu le problème. Donc quand ces joueurs-là ne sont pas capables de déplacer un bloc à eux tout seuls par leur vitesse par leur qualité de dribble, à côté t'as un Cristiano Ronaldo qui peut pas tout faire tout seul.
Et moi, je pense que Fernando Santos, donc l'entraîneur, a raison de s'appuyer sur une assise défensive, puisque grâce à ça, le Portugal a fait preuve de grandes ressources mentales. Je l'ai déjà dit hier pendant l'émission. C'est peut-être l'équipe qui mentalement est la plus forte lors de cet Euro, puisqu'il faut quand même se rappeler que lors du premier tour, ils ont concédé un nul en ouverture face à l'Islande. Ils n'ont pas réussi à concrétiser une bonne quarantaine d'occasions face à l'Autriche, en ratant même un penalty. Et puis ils étaient dos au mur face à la Hongrie, où ils étaient menés 3 fois, où là ils ont dû un peu sortir de leur coquille. Ils ont été menés 3 fois. Ils sont revenus au score. Ils ont un tirage pas facile avec la Croatie en 8e. Finalement, bon, les deux équipes en termes de jeu n'ont rien montré, mais c'est encore le Portugal qui, grâce à ses facultés mentales, c'est les Portugais qui ont trouvé la faille à 3 minutes de la fin en prolongation. Et puis c'était pareil contre la Pologne. La Pologne qui mène, le Portugal qui revient. Et là, tu te dis, quand il y a une séance de tir au but qui arrive, avec ce que le Portugal a montré en termes de capacité mentale et morale, tu te dis, une séance de tir au but, c'est le Portugal qui va la gagner. Donc, Fernando Santos, oui, il prône peut-être un jeu défensif. C'est ce qu'il avait fait aussi avec la Grèce, quand il les avait menés en quart de finale de l'Euro en 2012. Mais pour moi, c'est louable ce qu'ils font. Et il a fait des choix qui étaient importants. Il a rentré Cédric et José Fonte dans l'équipe type. Un peu contraint d'ailleurs. Oui, parce que Ricardo Carvalho n'a pas montré et puis la blessure. Grande assurance. La blessure de Guerreiro aussi. Donc voilà, les choix pour moi sont cohérents, et il a raison de s'appuyer, de faire confiance aussi aux jeunes. Il a titularisé pour la première fois le jeune Renato Sanchez, du Benfica, contre le du Bayern maintenant. Du Bayern, futur joueur du Bayern, contre la Pologne, et ça lui donne raison. Donc moi je suis pas trop d'accord avec ce Portugal bashing. Comment c'est perçu d'ailleurs au Portugal, Justina? Les Portugais. Est-ce que la presse portugaise aussi s'en prend à ce jeu? Non, quand même la sélection, le peuple défend quand même son équipe. Après, il y a un petit peu ce côté latin où quand tout va bien, c'est les meilleurs du monde, et après quand tout va mal, on commence à être pointilleux, etc. Mais là, pour les Portugais, tout va bien? C'est-à-dire que même si le jeu est pas forcément très léché, tant qu'on gagne, c'est bien? Ouais, c'est sûr qu'on aimerait voir un petit peu autre chose, gagner d'une autre forme. Après, ce qui ressort vraiment beaucoup, c'est le soutien que Quaresma a au sein des Portugais. Tout le monde veut le voir rentrer, tout le monde veut le voir jouer. Lui et Sanchez, c'est vraiment les deux qui ont le plus de popularité au niveau de la sélection. Après, le peuple est très heureux de voir les performances, parce que personne s'attendait à ça, franchement. On s'y attendait pas, quoi. On s'attendait à passer les groupes, etc. Mais après, on s'attendait pas aux demi-finales, à un potentiel accès à la finale. On s'y attendait pas du tout. Après, on est très heureux, c'est sûr. Ouais. Parce que le Portugal est favori pour ce soir. Sur le papier, ils le sont. Sur le papier, ils le sont, mais au vu de ce qu'ils ont montré depuis le début de la compétition, pour moi, le Pays de Galles est favori. Que ce soit même dans le jeu ou dans l'envie, ou dans ce qu'ils ont proposé. Par rapport à ça, le Pays de Galles est favori. Après, je reviens juste à Quaresma. C'est vrai que c'est un joueur qui a une carrière en dents de scie. Il y avait énormément d'espoir sur lui. Il avait commencé à débuter à Barcelone. Ça s'est un peu moins bien passé pour lui après. Le problème de ce type de joueur, c'est l'irrégularité. Tout comme Nani, c'est des joueurs qui ont un potentiel énorme. Je compare ces joueurs aussi un petit peu à Ben Arfa, qui ont aussi un potentiel et qui sont peut-être un petit peu perdus. Des choix de carrière, des choix de club. Des choix de carrière. Après, il y a peut-être autre chose, on ne sait pas, une hygiène de vie ou des conseils qui n'ont pas été forcément bons à certains moments donnés dans leur carrière. Donc, je trouve ça très dommage, et c'est vrai qu'à un moment donné, on aimerait voir ces joueurs être réguliers tout au long d'une saison, briller dans un grand club et briller dans une grande compétition comme l'Euro. Voilà. Pour ce soir, on s'attend à quoi? C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de changements dans cette équipe portugaise qui a gagné lors du précédent match, enfin qui s'est qualifié en tout cas. Est-ce qu'on reste sur ce système de jeu-là? Moi, j'ai envie de dire que si les Portugais restent sur ce système de jeu-là, donc, comme ils sont partis avec Nani et Cristiano en pointe, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des buts et que ce soit beau. Enfin, pour moi, c'est comme je compare le positionnement de Cristiano à celui de Griezmann en début d'Euro, c'est-à-dire que Cristiano ne joue pas à son poste.
Et jouer en pointe, ça lui convient pas. Déjà, Alors, on l'a vu, hein, notamment sur le quart de finale où il reçoit un magnifique ballon et qu'il n'arrive pas à reprendre de volée, qui est vraiment le geste de l'avant-centre pur, qu'il n'est pas. Exactement, qu'il n'est pas. Il a besoin de prendre de la vitesse. Et sur les images, on voit qu'à aucun moment il perd le ballon des yeux. Ouais, C'est-à-dire qu'il le voit et au final, il ne maîtrise pas ce geste. Ouais. C'est qu'il a tout simplement pas l'habitude, c'est pas son positionnement idéal à lui. Ronaldo, il a besoin de prendre le ballon de plus loin, de percuter. Sur le côté, souvent, il rentre, il part du côté gauche et il va rentrer, repiquer dans l'axe et envoyer une superbe frappe. C'est son jeu. Et moi, je pense, à la place du sélectionneur, je le remettrai de nouveau à gauche et comme ce que Deschamps a fait avec Griezmann, le remettre à son poste de prédilection. C'est ça, mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Tout simplement, et c'est le joueur qui peut te faire la différence. À l'instar que tu le disais, de Nani et Quaresma aussi, c'est des joueurs, pour en revenir à Nani et Quaresma, effectivement, c'est dommage qu'ils soient pas assez réguliers parce que c'est des joueurs qui, pour moi, je le dis souvent, c'est des joueurs qui créent le chaos dans une défense adverse. C'est ce genre de joueurs qu'on aime voir. Même si, après, je vais être un peu moins tatillon que vous, même si c'est que sur des petites séquences, c'est ce que le public, et je suis d'accord avec toi, je pense bien que le peuple portugais aime ces joueurs parce que ils sont capables de fulgurance et de faire rêver. Parce qu'on a besoin de rêver. Pour l'instant, le Portugal ne nous fait pas rêver. C'est bien dommage parce qu'on attendait beaucoup mieux de la sélection au vu des noms qu'il y a dans la sélection. En défense, c'est peut-être le point positif de cette équipe du Portugal, malgré les différents changements, c'est qu'ils encaissent très peu de buts, à part ce fameux 3-3 qui était un match un peu fou. On a des nouvelles de Pepe. Il va jouer ce soir ? A priori, oui. Ouais, il était un petit peu blessé, il a été ménagé ces derniers jours. Il s'est pas entraîné avec le groupe, mais a priori, il devrait jouer. Ouais. Et Ricardo Carvalho, le retour ? Bah, il n'y a pas intérêt, hein. Moi, je trouve que Fonte a vraiment sa place pour avoir suivi les matchs de Première Ligue. Fonte, franchement, il a sa place, il mérite vraiment. Et dommage pour Guerreiro parce que super joueur. Ouais, pour moi, Fonte est supérieur à Carvalho. Il n'y a pas photo. Hein. Après, Carvalho, parce qu'il est très feignant, il sait se placer. Non mais c'est vrai, j'ai discuté avec quelqu'un qui connaît son agent en fait, il disait que le mec à l'entraînement, il ne fait rien du tout. Il a 38 ans. Ouais mais c'est pas nouveau. Ça s'appelle l'expérience. C'est ça. Mais voilà, c'est ça. Le gars à l'entraînement ne fait absolument rien. Par contre, vient le match, c'est un tueur. Il sait se placer, il a une bonne lecture du jeu, il fait des fautes intelligente, voilà quoi, il a l'expérience et en défense centrale ça peut être utile quand même. Et pour suivre les matchs aussi de la première ligue portugaise, le gardien de but il assure, il gère franchement. Ouais, Rui Patricio, ouais. Rui Patricio, son point fort à Rui Patricio, hein, c'est les pénaltys. Hein. Il a un taux de réussite d'arrêt de 30%. C'est énorme pour un gardien. C'est énorme. Et lorsqu'il avait commencé sa carrière, je crois, au Benfica, son ancien entraîneur disait qu'il avait plus de 85% de réussite. Wow. Donc c'est vraiment des chiffres affolants, quoi. Donc c'est vrai que d'arriver jusqu'à la séance de penalty et de savoir qu'on a un Rui Patricio dans les buts, ça met en confiance et c'est rassurant. Ouais. Après, sachant qu'on a des bons tireurs en plus. Et ils ont également des bons tireurs. C'était un 5 sur 5. Exactement. On va parler également de cette équipe du Pays de Galles qui affronte ce soir le Portugal, avec un petit parallèle entre Cristiano Ronaldo qu'on a déjà évoqué et sa position de leader dans ce groupe portugais face à Bale qui lui aussi est un leader, mais un leader très différent quand même dans sa façon de se fondre dans ce collectif du Pays de Galles. Bah c'est normal puisque c'est le système de jeu du Pays de Galles qui veut ça. Le Pays de Galles joue en 3-5-2. C'est un système qui a été travaillé depuis l'arrivée en fait de Chris Coleman à la tête de la sélection en 2011. Donc il n'y a pas vraiment de leader, c'est le collectif qui s'exprime. C'est quelque chose qui est très difficile à travailler, un 3-5-2. Donc il peut pas y avoir une fulgurance de la part d'un joueur qui pourrait se permettre de porter toute l'équipe sur ses épaules. C'est pas une question de mentalité aussi entre les deux. Très huilé aussi. Oui, aussi. C'est pas un Gareth Bale qui irait s'afficher dans la presse en disant ouais les Islandais vous allez rien faire. Une certaine humilité. C'est coéquipier comme Ronaldo l'a déjà fait à critiquer ou c'est même son attitude sur le terrain, c'est-à-dire qu'on voit pas Bale lever les bras, on voit pas râler. Bah, sur le terrain, c'est flagrant. Hein. C'est vrai que Bale encourage constamment, même quand des passes sont ratées, même quand Bale, c'est vrai qu'il
il est au-dessus de ses coéquipiers, hein, il joue dans un grand club, donc il reste toujours positif. Pour avoir analysé Ronaldo lors d'un match, parce que j'ai eu la chance d'assister à un match, c'est vrai qu'il a tendance à commenter toutes les actions et tout ce que ses coéquipiers font. Il veut tous les ballons. Il veut tous les ballons. Tous les ballons qu'on lui donne ne sont pas forcément bien donnés. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il lui se remette en question parce que le Portugal a besoin de lui et ses coéquipiers ont besoin aussi qu'il soit un peu plus positif. Ce qui n'est pas le cas depuis le début. Hormis son intervention avant la séance de penalty, on en a parlé tout à l'heure face à Moutinho. Là, on reconnaît le rôle de Ronaldo, le rôle de leader et l'attitude qu'il doit avoir à chaque fois. Donc ça c'était un signe fort, je trouve. Alors le face-à-face entre les deux joueurs les plus chers de l'histoire du foot, Bale, Ronaldo, et deux attitudes quand même très différentes. Sur cette équipe du Pays de Galles, alors évidemment on a les yeux focalisés sur l'absence de Aaron Ramsey, qui est quand même une des pièces maîtresses du Pays de Galles. Est-ce que ça va jouer forcément en défaveur du Pays de Galles ? Ça va jouer forcément en défaveur du Pays de Galles, oui, puisqu'on sait que Ramsey est impliqué sur 5 des 8 derniers buts donc des Gallois. Donc 4 passes décisives quand même. Exactement, donc il va forcément manquer. Et je crois avoir vu dans un journal qu'il est pour l'instant et qui serait pour l'instant élu meilleur joueur de l'Euro. Et c'est qu'il a énormément pesé dans le jeu donc de son équipe. Il a vraiment influencé comme disait tout à l'heure Mohamed, le Pays de Galles joue bien. Et je pense qu'on s'y attendait pas vraiment trop. Et Ramsey y est pour beaucoup. Donc forcément, moi, si ce soir je devais pronostiquer, justement par rapport à l'absence de Ramsey et aussi de Ben Davies, si je me trompe pas. Ben Davies. Ce serait difficile de pronostiquer justement par rapport à l'absence de Ramsey et de Ben Davies. Une équipe diminuée en tout cas. Après, j'aimerais juste rajouter une chose par rapport au système de jeu, parce que c'est vrai qu'on dit que le Pays de Galles défend bien et joue bien. C'est aussi dû à leur système. Comme disait Michel, c'est un système qui est très dur à maîtriser quand on joue avec 3 défenseurs. Mais c'est un système qui se transforme en 5-3-2 en phase défensive. Et là, le rôle des deux joueurs de couloir, donc dans ce cas-là, c'est, il me semble que c'est Neil Taylor et Chris Gunther. Ils ont un rôle fondamental dans ce système. Il faut vraiment avoir du coffre, il faut vraiment avoir une condition physique au-dessus des autres. Et pour moi, la clé de cette équipe, c'est aussi ces deux joueurs-là qui arrivent à se muter en défenseur et en ailier en fonction du système et en fonction de la situation de l'équipe pendant le match, quoi. Après, le Pays de Galles a aussi beaucoup de bons joueurs, justement. Neil Taylor, c'est un des meilleurs latérales du championnat. Exactement, anglais, tout à fait. Il a fait une très bonne saison. Et t'en as d'autres au milieu de terrain. Quand on regarde, ils jouent tous dans le championnat anglais, c'est-à-dire qu'ils sont habitués. Après, c'est Jonathan Williams qui devrait remplacer Aaron Ramsey au milieu de terrain, qui a un profil un peu plus physique, un peu plus rentre dans le lard. Je sais pas si vous vous souvenez de cette image au premier tour où t'as les deux Williams qui se rentrent dedans. Alors bon, c'est du poste pour poste, mais c'est moins technique. Et moi, j'ai un peu peur pour le Pays de Galles avec cette absence de Ramsey, parce que pour moi, il a violé la Belgique. Vous voulez parier pour le match de ce soir ? Un petit prono ? Un petit prono. Bon, moi je suis très très nul en prono, donc je vais sûrement dire une bêtise. Moi je dirais un partout. Un partout, une séance de tir au but et je verrai bien le Portugal passer. Encore une fois avec un grand Rui Patricio dans les buts et des joueurs portugais qui assureront lors des tirs. Une cote de 6,40 pour le 1 partout à la fin des 90 minutes. Djibril ? C'est pas pour copier Momo, mais 1 partout aussi. Ouais, moi aussi, effectivement, une victoire portugaise au tir. Donc les deux équipes marquent dans le temps réglementaire et on part au tir au but et c'est le Portugal qui s'impose. Ouais. Michel ? Moi, je vois une victoire 1-0 du Portugal, la première dans le tournoi dans le temps réglementaire. 5,75. Même si j'aimerais que le Pays de Galles passe. Je voyais déjà pas le Pays de Galles passer contre les Belges, mais ils ont fait un super match. Enfin, surtout les Belges étaient ridicules. Après, la clé du match, ce sera aussi la capacité des Gallois à s'imposer dans le domaine aérien. C'était l'une des clés face à la Belgique. Ils sont très forts dans ce domaine, capables de fulgurance également en contre et puis sur coup de pied arrêté. Ils sont très bien tirés, que ce soit les corners, les coups francs indirects ou directs.
avec une bonne patte de Gareth Bale, qui peut en claquer un de 30 mètres. Ça va être l'une des clés du match. Après, je pense que le Portugal va prendre le jeu à son compte et ouvrir le score en deuxième mi-temps. En tout cas, je remarque que personne ne pronostique sur un match très offensif. Un but ou 2 buts grand max. Ouais, demi-finale, je sais pas. Voilà, c'est exactement demi-finale. Le match sera très fun. Je pense qu'il sera vraiment très 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 fun. Moi, j'espère juste qu'ils sont en finale parce que dimanche, je suis au Portugal. Je souhaite voir cette finale au Portugal. Portugal, Pays de Galles, ce sera ce soir à 21h. Et puis on parle également du match de l'équipe de France. Ça sera demain contre l'Allemagne. Envolé le passé. Est-ce qu'il faut faire référence au passé pour ces fameux France-Allemagne qui ont construit l'histoire de l'équipe de France, ou est-ce qu'on laisse tout de côté? Moi, je pense que dans l'intérêt des Français, il vaut mieux mettre le passé de côté. Bon, il y a un passé proche, il y a 2 ans en Coupe du Monde. Ouais, c'est celui qui parle peut-être le plus aux joueurs, en tout cas. Voilà, aux joueurs, parce qu'il y a un certain nombre de joueurs qui étaient présents. Bon, même s'il y a eu beaucoup de changements de Valbuena, Benzema, c'est des joueurs qui ne sont plus dans le groupe. Mais je pense qu'il faut se concentrer sur le présent, sur la compétition. Ce match d'il y a 2 ans a laissé un mauvais souvenir avec ce but de Mels. C'est vrai que la victoire était très courte, 1-0. Mais moi, c'est ce qui m'a un peu déçu à l'époque, en 2014, lors de cette. Je fais une petite parenthèse sur ce match-là. C'est l'attitude des Français en général, parce que j'avais l'impression qu'ils étaient contents de perdre. Et ils jouaient pas. Ils jouaient pas. Ouais. Le match pouvait durer 3 heures. Je pense qu'ils auraient pas égalisé. Et même après match, on disait simplement on a perdu contre une grande équipe d'Allemagne. Après la compétition, on disait on a perdu contre les champions du monde. Moi, je trouve qu'à un moment donné, quand on participe à une grande compétition, que ce soit une Coupe du Monde ou un Euro, il faut être là pour gagner, quoi. Il faut arrêter de faire des complexes d'infériorité. Donc c'est ce qu'il faudra surtout pas faire demain. Cette année, c'est différent. Cette année, c'est un petit peu différent parce que il y a également pas mal d'absents du côté de l'Allemagne. Ouais. Donc je pense que ça peut jouer. Ça peut jouer dans les têtes, que ce soit dans les têtes allemandes ou dans les têtes françaises. Mais après, il y a la réalité du terrain. Il faudra pas tout miser là-dessus, parce qu'en Allemagne, c'est vrai qu'il y a quelques absents, mais il y a des très bons joueurs sur le banc. Je pense à donc si Bastian Schweinsteiger ne joue pas, il y a des joueurs comme Julian Weigl qui était titulaire cette saison à Dortmund, ou Emre Can qui peuvent très bien remplacer. Ce sont de très très bons joueurs. Ou Leroy Sané qu'on pourrait voir jouer. Leroy Sané, exactement, qui peut apporter un plus offensif. C'est dommage qu'il est quasiment, je crois qu'il est même pas rentré. Il a pas joué encore. Il est même pas rentré en jeu depuis le début de la compétition. Donc c'est peut-être des armes que Joachim Löw va peut-être sortir lors de ce match-là, et ça risque de faire mal aux Français. Mais il faut surtout pas se concentrer sur les absents allemands. Il faut se concentrer sur le jeu, et il faut juste avoir un objectif en tête, c'est de gagner, tout simplement. Alors les absents, on l'a dit, effectivement, absence en défense de Mats Hummels, qui est peut-être l'absence la plus préjudiciable avec l'attaquant Mario Gomez, Bastian Schweinsteiger également qui sera absent. T'es pas d'accord? Ah non, pas du tout. Non, pour moi l'absence la plus préjudiciable, c'est celle de Sami Khedira. Clairement, milieu du terrain, qui lui est out pour le reste de la compétition. Ouais, et qui pour moi est un joueur qui est extrêmement sous-coté, parce que c'est sans doute à son poste l'un des 3 meilleurs milieux au monde. Il sait tout faire, récupérer, distribuer, marquer. Donc, sachant que le Real l'avait laissé filer dans l'indifférence générale. Ouais, et c'est une erreur sans doute. Mais ça, c'était après Mourinho quand même. Ouais. Parce que Mourinho le tenait en grande valeur, et justement c'était le joueur qui était entraîné. Si le gardien devait sortir, si le gardien se faisait expulser, et un joueur de champ devait prendre le... C'est lui qui devait aller au but. C'était Khedira qui était entraîné pour aller au but. Ça prouve la polyvalence du joueur quand même. Et le mental du joueur aussi. Non, après, juste pour faire une petite parenthèse avec le Real, ils ont l'habitude de laisser partir des grands joueurs à ce poste-là. Özil aussi était parti. Claude Makelele, par exemple, c'est le meilleur exemple. Claude Makelele. Faubert. Non. Faubert, je crois que c'était un sketch, une blague, mais ça nous a bien fait marrer. Morata, qui rappelle. Voilà, Morata, ou même Lassana Diarra. C'est vrai. Donc ils ont quand même l'habitude. Après, est-ce que c'est les coachs qui sont en cause? Pas toujours. Je pense que Florentino Pérez a sa part de responsabilité aussi, parce que ces critères de recrutement sont pas toujours totalement sportifs. Après, bon, ça c'est un autre débat. Khedira qui est très apprécié à la Juve, mais après le problème de Khedira, c'est les blessures. Blessures à répétition, incapable d'enchaîner une 30aine de matchs d'affilée. C'est un peu dommage pour ce super joueur.
Et je pense que s'il avait pu jouer plus que 13 minutes contre l'Italie, la donne aurait peut-être changé. Parce que un Schweinsteiger, moi je le trouve cramé. Il est pas autant. Ouais. Cramé. Clairement. Cramé. On voit, il a quelques kilos de trop. Oui, Ouais. et puis c'est un joueur d'expérience. Puis quand tu le vois sur la séance de tir au but, il claque un pétard au-dessus du stade limite. Ouais. Voilà. Ouais, on voit qu'il a du mal. Capitaine. Ouais. Capitaine, oui, puisqu'il a Capitaine récupéré qui le rate brassard. Le penalty qui en pouvait faire rentrant. gagner son équipe. Quoi. Ouais. C'est dur. Bon, là, il jouera pas, a priori. D'ailleurs, Il a fait du vélo encore hier. Donc, Je suis encore choqué de ce penalty. plus que celui de Zaza. C'était quand même une séance de penalty épique. Ouais. Zaza, c'était drôle. Déjà, son nom est drôle. Zaza, c'était drôle. Schweini, il a pas le droit. Son déplacement sur le terrain également Ça. pendant le match, parce qu'il est rentré, il est allé jusqu'au milieu, il a allé tirer le penalty, il est ressorti. Bah après moi, par rapport à Zaza, je pense qu'il y a une erreur de coaching. Ouais. Bah, de faire rentrer un joueur à 30 secondes, Froid, des pénaltys forcément. froid, Mm. après pas concentré parce qu'il est pas dans le match, Ouais, il est pas dedans. il a pas touché un ballon, de faire tirer un penalty aussi important, je préfère qu'un joueur cramé tire le penalty. Parce qu'au moins il est plus lucide dans la tête, peut-être moins dans les Comme jambes, Schweinsteiger. comme Schweinsteiger. Après par rapport à la prise d'élan de Zaza, c'est vrai que c'était marrant, il y a eu pas mal de vidéos montage qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Ok, c'est une chose, mais il y a pas mal de joueurs qui ont des courses de l'an un petit peu originales, Neymar par exemple, Ouais. qui fait des pas chassés de côté, mais il en rate quasiment pas. Ouais. Donc je pense que s'il avait mise, Tout le monde aurait applaudi. Ah, comme c'est original. Moi ce qui me dérange plus, c'est l'attitude de Fonté, de Pelé, pardon, Ah, de Pelé. de ouais. Pelé, excusez-moi, de Pelé, qui chambre en œillère, qui lui annonce qu'il va lui faire une panenka avec le sourire, Ouais. et qui la tire, je suis désolé, mais 4 mètres à côté, quoi. Ouais. Ça, c'est inadmissible. Donc Ouais. là, à mon avis, là, c'est surtout sur ces joueurs-là, à mon avis, qu'il faut mettre des critiques et Ouais. peut-être pas sur. On va pas refaire la série de tirs au but d'Italie Allemagne, mais on peut se dire que si les Allemands en arrivent jusqu'au tir au but demain soir contre la France, ils vont les tirer différemment, parce que quand on a Gigi Buffon en face de soi, peut-être qu'on essaie de se forcer un petit peu pour la mettre précisément dans le coin, ou en tout cas pour tirer parfaitement bien le penalty, quitte à la mettre à côté ou au-dessus, comme c'est arrivé pour les Allemands. Oui, certainement que Buffon peut avoir un ascendant psychologique donc sur Plus que Lloris. plus que Loris. Ouais. On est d'accord. J'espère qu'on arrivera pas jusqu'au tir au but parce que pour moi, si on devait arriver jusqu'à cette séance de tir au but, On fait rentrer Ettori. on passerait pas. on passerait pas, personnellement. Après le match, toujours pour moi, il se jouera sur la faculté de l'équipe de France à bien défendre. Si on arrive à être très bon défensivement, je pense qu'on gagnera ce match. Parce qu'offensivement, on a vraiment les armes. Si, bien sûr, Deschamps décide de repartir avec la même équipe. Alors justement, on va parler du On a système les de armes jeu pour- prévu pour demain. Pour le moment, on ne sait rien. Tous les entraînements ont été faits à huis clos et personne n'a réussi à craquer ce huis clos, tout simplement parce que Deschamps n'a pas fait de mise en place tactique et a priori il n'en fera pas non plus aujourd'hui à la commanderie. Vraiment pour garder tous les joueurs sous pression et puis surtout pour éviter les fuites dans la presse. Est-ce qu'on peut imaginer que Deschamps revienne à un 4-3-3 avec N'Golo Kanté en sentinelle pour bien défendre justement? Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal d'enseignements positifs qui ont été attirés de ce match contre l'Islande et de la deuxième période face à l'Irlande. Il faut cette paire Pogba-Matuidi est intéressante à partir du moment où les deux joueurs respectent les consignes et n'essayent pas de porter l'équipe sur leurs épaules, parce que c'est des joueurs qui aiment beaucoup monter et avoir un gros apport offensif, Ouais. mais il faut qu'ils se concentrent en priorité sur la récupération, donner le ballon proprement aux joueurs qui seront devant eux, et puis s'ils sont capables de fulgurance, oui bien sûr, Pogba il peut frapper de 25 mètres, Matuidi peut placer un ou deux centres, mais bon, moi je pense que cette paire elle est intéressante. Et surtout dans ce 4-2-3-1, enfin que moi j'appellerais plutôt une sorte de faux 4-4-2, puisque Griezmann est un attaquant et non pas un 10. Ce qui est intéressant, c'est que les milieux latéraux sont des milieux qui sont très polyvalents. Payet, Sissoko,
c'est des joueurs qui peuvent jouer à peu près à tous les postes. Donc en position d'ailier, en position de milieu latéral, en position de milieu récupérateur ou de meneur de jeu. On l'a vu, Payet en phase de poule a joué meneur de jeu. Ouais. On a vu Sissoko qui peut très bien jouer dans ce 4-3-3 en milieu central ou alors plus sur le côté. Donc c'est des milieux qui sont polyvalents, et en cas justement de respect de ces consignes avec cette paire Pogba-Matuidi qui serait à la récupération et qui serait capable d'apporter un plus s'il y a moyen, tu peux compter sur des joueurs qui sont polyvalents à côté pour assurer éventuellement un repli. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce système. En fait, moi je pense que Deschamps a trouvé vraiment un système qui est aussi modulable. Donc on parle de 4-2-3-1, ça peut être un 4-4-2, ça peut aussi être un 4-3-3, ça dépend toujours en fait en phase défensive de qui va aller au pressing sur le porteur. Donc ce sera modulable parce que ces joueurs en fait ils peuvent jouer partout. Et N'Golo Kanté, il n'a pas encore l'expérience de ces grands rendez-vous internationaux. Je pense que ce serait une erreur de revenir basiquement à ce 4-3-3 qui n'a pas vraiment porté ses fruits face à la Roumanie, l'Albanie ou... Oui, mais face à des équipes qui jouaient pas beaucoup non plus, alors qu'on peut imaginer qu'il y ait du jeu en face des Français demain soir. Après, il faut pas oublier qu'N'Golo Kanté était le meilleur Français jusque-là. Jusqu'à son... C'est pas un peu inquiétant justement que le 6 soit le meilleur joueur de l'équipe? Ça l'est, oui. Voilà, ça l'est, oui ou non, parce que c'est vrai que le 6, ça reste le moteur et le poumon de l'équipe. Ouais. Donc si à ce poste-là, le joueur passe à côté de son match, ça se fait ressentir au niveau de toute l'équipe. Donc c'est un poste qui est très très important. Maintenant, ce serait dommage parce que c'est vrai que il y a eu le match de l'Islande. Il y a eu beaucoup de buts, il y a eu beaucoup de satisfaction. Après, il y a quand même eu 2 buts de concédés contre l'Islande. Faut pas l'oublier. Je pense qu'il faut surtout pas s'enflammer et tout miser sur ce match-là. Je pense qu'il faut que Didier Deschamps arrive à se poser, à analyser tous les matchs, à analyser l'adversaire et à mettre la meilleure équipe possible. Et on doute pas qu'il saura le faire. J'espère bien. J'espère bien. Ces choix peuvent être des fois un petit peu contestables, mais j'espère vraiment qu'à ce poste-là, N'Golo Kanté reprendra sa place, quitte à ce qu'il soit associé à Pogba. Moi, je suis pas satisfait de Matuidi, de ses prestations. Je suis désolé. Ok, c'est un besogneux, mais il joue beaucoup vers l'arrière. Il assure tout le temps ses passes. Après, c'est vrai qu'il arrive à se projeter vers l'avant, ce que N'Golo Kanté ne fait peut-être pas, mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus. J'espère vraiment qu'il y aura cette association, ce que je doute fort. Parce que ça paraît assez difficile. Ça paraît assez difficile, mais je pense sincèrement que ce serait la meilleure option pour l'équilibre au milieu de terrain. Donc faire rentrer N'Golo Kanté, mais du coup à la place de Matuidi, on garde ce système de jeu que privilégie Michel. Éventuellement, oui. Parce que ce qu'il faudra surtout faire contre les Allemands, c'est ressortir les ballons proprement, soulager la défense, décrocher, se tourner, ce que N'Golo Kanté fait à perfection. Il le fait parfaitement depuis le début. Ce que Matuidi a du mal à faire, Pogba a tendance à dézonner parce que c'est pas son poste de prédilection être devant la défense. C'est un petit peu un électron libre et c'est très bien. Mais il faut qu'il soit associé à un joueur qui lui ait une discipline tactique, et je pense que N'Golo Kanté a cette discipline contrairement à Matuidi. Bon, quand tu disais qu'il se projette pas forcément vers l'avant, il l'a fait avec Leicester tout au long de la saison, où il joue dans un rôle un peu différent. Il joue dans un rôle. Ah oui, tout à fait. Non, il sait le faire, mais en équipe de France, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de bonifier les ballons, tout simplement, de soulager la défense, de prendre de ballons. De faire du Lassana Diarra. Exactement, de distribuer. On a vu que au niveau du gelon, il est également à l'aise. Donc après, c'est pas le joueur qui va prendre le ballon balle au pied, qui va faire une percée de 50 mètres. Chacun ses qualités, mais ce qu'il le fait, N'Golo Kanté le fait très bien, et ça soulage pas mal de joueurs français. Djibril. Je suis d'accord avec toi, Momo, par rapport au fait que Kanté est plus propre que Matuidi. Ça peut être important sur ce match, mais sincèrement, je pense pas qu'il le fasse débuter. Pourquoi ? Parce que Matuidi et Pogba aujourd'hui sont des cadres, et ils ont du vécu en équipe de France, et sur les derniers matchs, ils ont quand même brillé sur la deuxième mi-temps contre... ils sont meilleurs maintenant qu'au début de la compétition. L'Islande, ils se libèrent. Tu vois Matuidi qui fait passe décisive sur Giroud, et qui en équipe de France, comme à Paris, a la faculté de défendre. Et ce qui m'étonne chez ce joueur, c'est le nombre de fois où il se retrouve dans les 16. On peut compter le nombre de passes décisives qu'il a fait en équipe de France, de buts qu'il a marqué en équipe de France. Et à Paris, c'est un joueur important. Même si on peut le critiquer, je te concède, Momo, sur sa technique qui des fois est limite, mais c'est un joueur
trop important. Il donne tout, Vraiment. il donne toujours Trop tout important. aussi. Et justement, Momo, tu disais à deux défenseurs, donc dans le 4-2-3-1, qui peut se transformer en 4-4-2 en phase défensive. Si Pogba monte, lui reste. Si lui monte, Pogba il reste, on l'a vu. Ils montent jamais tous les deux, on va dire qu'ils laissent jamais. Il y a toujours une couverture de la défense, vraiment. Donc il n'y a pas de souci, les deux peuvent jouer, sincèrement les deux peuvent jouer. Et N'Golo Kanté aura sa chance au cours du match peut-être, et c'est le futur de l'équipe de France 2018. de toute façon. Voilà, non mais vraiment, il faut pas qu'ils se disent, effectivement il a fait un bon Euro, il faut pas qu'ils se disent maintenant je joue plus, c'est fini pour moi. Non, c'est le futur de l'équipe de France, il n'y a pas de souci. Non, mais je sais très bien qu'il le fera pas, Deschamps. Ouais. Je disais juste que moi j'aimerais, après je suis peut-être pas vraiment objectif, mais je pense que pour moi ce serait la meilleure chose, mais c'est vrai que le changement ne se fera pas maintenant, surtout pas à ce stade de la compétition et surtout pas après le match de l'Islande. Après il faut juste, comme j'ai dit tout à l'heure, pas s'enflammer. On a gagné 5-2 contre l'Islande, je veux dire c'est très très bien, mais pour moi je pense que l'Euro commence maintenant, on joue l'Allemagne. Alors justement, là on va jouer l'Allemagne. Est-ce que finalement on n'a pas affaire au match le plus important de l'équipe de France depuis 10 ans, quoi. Depuis peut-être que le dernier match le plus important, c'était la Coupe du Monde 2006, quoi. Ah oui, tout à fait. Oui. Après, le dernier match contre l'Italie. Hein. Bon, après, il y a eu le quart de finale en Allemagne, contre l'Allemagne en 2014. C'est vrai que c'est un match important, mais les joueurs doivent mettre la pression de côté. C'est vrai qu'on parle beaucoup du passé. On en est revenu au match, je crois que c'était en 82 avec l'histoire de Schumacher et Battiston. Ouais. Voilà, je veux dire, ok, c'est bien de ne pas oublier, mais à un moment donné, il faut mettre ces choses là de côté parce que ça peut. Comme on disait tout à l'heure, ça parle pas forcément aux joueurs. Ils étaient pas nés en 82. Exactement, ça parle pas forcément aux joueurs et je trouve que c'est pas le moment d'en parler, quoi. Il y a un match à préparer. Après, je pense que les joueurs sont assez protégés, ils sont un petit peu coupés de tout ça. À mon avis, ça doit pas les atteindre. Mais c'est une nouvelle histoire qu'il faut écrire. Et voilà, l'Euro se passe en France. On est en demi-finale contre l'Allemagne. Comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à maintenant, on a eu énormément de chance. Que ce soit, déjà, la France a été qualifiée d'office parce qu'elle a organisé. Pas sûr qu'elle se serait qualifiée si elle était tombée dans un groupe difficile déjà. Donc elle a eu la chance de participer. Ça peut. Les trois premiers qui sont qualifiés. Oui, voilà. Mais il faut le vouloir pour pas être qualifié dans cette. Faut aller dire ça aux Pays-Bas par exemple. Hein. Ouais. C'est vrai que sur le papier c'est facile. Bon voilà, ils se sont qualifiés, ils se seraient sûrement qualifiés, ok. Après le groupe, voilà, on a la Roumanie, on a l'Albanie, la Suisse. Si tu sors pas premier de ce groupe en étant l'équipe de France à domicile, il faut se poser des questions. Après, ils ont de la chance en 8e, encore de la chance en quart, avec la victoire de l'Islande contre l'Angleterre, parce qu'on s'attendait tous à voir un France-Angleterre en quart. Ils s'en sortent très bien. Donc c'est pour ça que je dis que l'Euro, pour moi, commence maintenant, parce que ce sera un vrai test. On verra vraiment ce que vaut l'équipe de France dans une grande compétition, et ça commencera dès demain. Donc on verra ce que vaut l'équipe de France, mais on peut aussi assister à un match fondateur pour l'équipe de France avec cette génération qui est un peu plus mûre qu'il y a 2 ans, puisque grosso modo c'est à peu près les mêmes joueurs, à l'exception d'un Benzema et de Ribéry Valbuena. Ça peut être le match fondateur pour la prochaine génération. Moi, je veux juste dire un truc. Je pense vraiment que ce match, ça va être un match qui va jouer au niveau mental. Parce que les Allemands, mentalement, ils sont prêts. C'est des joueurs, c'est une équipe, c'est une philosophie. Ils vont toujours rester calmes. Et c'est un des points forts des Allemands. J'ai joué très jeune contre des équipes allemandes. Psychologiquement, ils sont déjà prêts pour maîtriser leurs nerfs pendant un match. Ils vont pas s'énerver, ils vont toujours rester calmes. Le sang-froid, ça aide beaucoup. On les voit très sur par exemple, d'eux, ils ont pas de sang-froid. Désolé si vous m'écoutez. Comme une cirque, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de sang-froid pour maîtriser ce genre de match-là. Et Didier Deschamps, le travail qu'il a fait, beaucoup, c'est un travail mental avec cette équipe-là, de préparation mentale. Et je pense que ce match, ça va jouer sur justement les momentum, etc. Et comment on va réussir à garder la tête froide et à rester concentré. C'est effectivement une équipe très froide dans sa façon d'aborder les grands moments. On l'a vu contre l'Italie également. Hein. On les a pas sentis en difficulté, on les a pas sentis paniquer en tout cas. Non, jamais. C'est pour ça que les Allemands sont souvent dans le dernier carré de toutes les compétitions internationales. Après, je pense que tu disais tout à l'heure, c'est un match qui va vraiment fédérer donc cette génération. Pourquoi je le dis et je rejoins un peu ce que Momo disait en 2014, Coupe du Monde. On sentait qu'un quart de finale, c'était l'objectif. Ouais, c'est ça. On avait atteint l'objectif. Ouais. Quart de finale, après le match, on a atteint l'objectif. Je revois encore Benzema en interview. Ouais, les Allemands étaient bons, c'est une bonne équipe. On est arrivé au quart, on a atteint notre objectif.
Mais cette année, on sent, même si l'objectif, et j'ai revu ça, Deschamps disait que c'était les demi avant l'Euro, mais on sent que les joueurs veulent plus. Moi, je le ressens, je sais pas ce que vous en pensez, je sens que les joueurs en veulent plus et qui sont prêts à aller en finale et ils veulent la finale et ils veulent la gagner. Donc ça va faire la différence sur ce match. Et tu disais, c'est vrai que c'est important, le calme, la maîtrise émotionnelle. On est en France, on joue la demi, faut que les Français arrivent à se maîtriser. La pression, forcément, même si c'est les Allemands en face, je pense que voilà, c'est du 50-50, mais l'équipe, et tu le dis à juste titre, je suis d'accord avec toi, qui arrivera à se maîtriser vraiment émotionnellement, passera, et les Français, là-dessus... Ils ont progressé. Je sens qu'ils ont progressé et j'espère qu'ils ont progressé parce que ce sera vraiment, vraiment très important. Pas paniquer. Si le match doit aller au bout de 120 minutes de jeu, il faut les jouer, les 120 minutes, faut être prêt à les jouer, mais faut essayer d'éviter les pénaltys. Surtout, je pense que pendant ce match, ce qui va être important, c'est d'ouvrir le score. En fait, l'équipe qui ouvrira le score prendra un grand ascendant psychologique. Et je nous vois mal en fait courir après le score. Si les Allemands ouvrent le score, ça s'était passé un peu comme ça en 2014, mais je nous vois mal courir après le score face aux Allemands. Et justement là, je pense qu'on est capable, si ça se passe un peu mal en première période, de perdre notre lucidité et de perdre notre capacité à renverser un match face à des Allemands qui, c'est vrai, sont froids, lucides. Malgré tout quoi. Donc voilà, ça va être difficile, mais je pense que si on ouvre le score par contre, là ça peut sentir bon. C'est l'équipe qui ouvrira le score, je pense, prendra un ascendant psychologique. Si on regarde vu de l'extérieur, tout simplement, cette demi-finale de Coupe d'Europe à la maison, à Marseille en plus, contre l'Allemagne, quand même, tous les ingrédients sont réunis pour faire un grand match. Ouais. Et je le disais, peut-être un match fondateur pour une génération, complètement. Parce que ça fait combien de temps, finalement, qu'on n'a plus vibré vraiment pour l'équipe de France ? Depuis 2000 2000, ouais. Ça fait déjà un bout de temps. Ouais. Depuis 2006, peut-être, ça fait 10 ans. 2006, même si la fin était un petit peu triste, quand même, avec cette défaite et on va pas en reparler de ce coup de boule de Zidane, triste fin pour un joueur comme ça. Mais non, mais je dirais oui depuis 2000, depuis la dernière victoire dans une grande compétition. Donc si l'Euro commence véritablement demain pour les Français, il commence peut-être aussi demain pour les supporters français. Parce que là, vraiment, on a un match tout qui à nous fait. donne envie. Après, faut pas oublier que le match en 2014 avait lieu à Marseille, donc pour les superstitieux, ça risque de sentir mauvais. Mais non, mais après j'aimerais juste revenir à l'équipe d'Allemagne et un joueur en particulier, à Thomas Müller en fait. Ouais. Il risque d'être aligné. Il va avoir faim lui. Voilà. Il va avoir faim. Il est très décevant depuis le début de l'Euro. Je crois qu'il a cadré 2 fois depuis le début de l'Euro. C'est une stat hallucinante pour un joueur comme lui. À mon avis, il va être aligné seul au front d'attaque. C'est lui qui va remplacer Gomez. Je pense. Je pense. Poste pour poste. Plutôt que Götze, plutôt Draxler. Ouais. Plutôt avec Draxler sur les côtés. Après Götze, moi je suis pas fan de Götze. On l'a vu au premier match. Je suis pas convaincu de ce joueur parce que j'ai du mal à voir sa valeur ajoutée tout simplement. À quoi sert Götze ? C'est pas un attaquant, c'est pas un buteur. L'impact physique, il en a pas énormément. Au niveau de la récupération, voilà, c'est un joueur qui est très lisse, je trouve. Il y a pas énormément de déchets, mais je trouve que c'est pas un joueur qui pèse. À mon avis, ce sera pas une force pour l'Allemagne. Je pense plutôt qu'un Leroy Sané ou un Emre Can ou après s'il repositionne, c'est vrai que si Hummels vu qu'il est suspendu, en mettant Evedes dans l'axe et en faisant redescendre Kimmich en arrière droit, ils ont la chance d'avoir Kimmich qui est un joueur très polyvalent, il peut jouer derrière dans l'axe, il peut jouer arrière droit, il est très bon devant. Je pense que ce serait pas rendre service aux Français parce que pour moi le gros défaut de cette équipe d'Allemagne, c'était les 2 latéraux, Hector et Evedes. Maintenant, si Evedes est replacé dans l'axe, un poste qu'il maîtrise peut-être mieux avec un Kimmich arrière droit, ça arrangera pas les affaires des Français, je pense. De toute façon, je pense que ce faux 3-5-2 de l'Allemagne face à l'Italie, ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Non, ce sera pas renouvelé dans tous les cas. Je pense pas repartir. Et puis, est-ce que c'était vraiment à 3-5-2 ? Oui, c'est ça. Ouais.
Sur Thomas Müller, j'aimerais réagir. Je pense que le match, bon déjà, c'est pas un vrai neuf. Hein. Müller, c'est pas un vrai neuf. Non, c'est un joueur de côté. Plutôt. Il est pas à l'aise à ce poste. Au Bayern, il y a Lewandowski qui joue devant lui. Ouais. Et je pense que Müller a bouffé une grosse partie de son capital confiance contre l'Irlande du Nord, en fait, où il a croqué une dizaine d'occasions à lui tout seul. Je crois qu'il y avait eu 35 tirs pour l'Allemagne lors de ce match. Il a bouffé pas mal de son capital confiance sur ce match. Et c'est justement pour ça qu'il est un peu moribond. Hein. Déjà, sa saison, elle a été correcte, sans plus. Donc voilà, il est un peu moribond lors de cet Euro. Et j'ai du mal à imaginer un Thomas Müller décisif. Qui se réveille, non? Ouais, je sais non. pas. Il a l'air d'avoir quand même une sacrée mentalité, ce garçon, hein, parce qu'on lui a posé des questions sur le fait qu'il avait toujours pas marqué dans un Euro. Il a dit, de toute façon, c'est pas grave tant qu'on gagne. Et on a vraiment l'impression que ça glisse sur lui, toutes ces critiques. Il a tout intérêt à dire ça dans les médias. Ouais. Il peut pas faire preuve. C'est du fake. C'est du fake. Il botte en touche en fait. Bon, il a pas tort, hein. Il a pas comme tort. au moment de son penalty. Exactement. Bon, il a plutôt botté sur le gardien. Il a pas regardé le ballon. Après, c'est une technique, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il s'est complètement loupé. Mais ce que je voulais dire en parlant de Thomas Müller, c'est que ça peut être la clé du match pour les Allemands. Si Thomas Müller... S'il y en a un qui a vraiment soif de vainqueur et de but, c'est lui. Ça peut vraiment se jouer là-dessus, sans parler de la défense qui sera sûrement remaniée, mais je pense que voilà, ça s'équilibrera. Mais le fait que Mario Gomez soit blessé, c'est un gros manque. Si Thomas Müller est repositionné dans l'axe, ce qui est effectivement pas son poste de prédilection, s'il fait un gros match, à mon avis, ça peut faire très mal aux Français. Et à mon avis, je pense que ça peut vraiment se jouer là-dessus. Bon, la défense française qui va être remaniée certainement aussi. Vous voyez pas Umtiti rester en place, hein. Moi, je pense pas. Je pense que Rami, à mon avis, reprendra sa place dans l'axe. Et Koscielny rebascule. Voilà. Déjà pour une question de repère, parce que Koscielny, effectivement, axe gauche, c'est là où il se sent le mieux. Rami a l'avantage, contrairement à Umtiti, d'avoir un impact physique. Les duels de la tête, ça peut être très précieux contre les Allemands. Après, au niveau de la relance, c'est vrai qu'Umtiti... il a montré à Lyon qu'il savait très bien relancer, qu'il arrivait à chercher des balles dans l'intervalle que très peu de défenseurs centraux arrivent. Par contre, il a joué la sécurité contre l'Islande. Ce qu'on peut comprendre, il a 23 ans. Première sélection. Quart de finale de Coupe d'Europe. Voilà, il s'est pas enflammé, il a joué très simple, il a perdu très peu de ballons, même si son positionnement est un petit peu hasardeux sur l'un des buts. Voilà, sur le premier but, ok, ça c'est une chose, mais je pense qu'à mon avis, il reviendra à une charnière classique avec Rami et Koscielny. Ouais, Djibril, d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Cette charnière n'a encaissé que 2 buts sur penalty. En plus, donc il reviendra fort logiquement avec une défense centrale, Koscielny, Rami. Bon, sinon pas de changement pour l'équipe de France. N'Golo Kanté qui ne reviendra pas. Sissoko, j'ai remarqué que plus personne ne met en cause Sissoko. C'est la révélation de cette équipe de France. Sissoko, en fait, je vais être un peu vulgaire. Il a calmé tout le monde avec son match contre la Suisse. Ouais. Parce que jusqu'à ce match... ta vulgarité est plutôt décente. J'ai connu pire à ce micro. Avant ce match, autour de moi, je pense autour de vous, vous entendiez, mais Sissoko, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans la sélection? Qui c'est? Qu'est-ce qu'il fait dans la sélection? Il joue dans une équipe qui descend en 2e division. Pourquoi il le prend? Ouais, il a Newcastle. Voilà. Ouais. Contre la Suisse, il a montré pourquoi on le prenait. Ouais. Voilà, il a une faculté de transpercer les lignes, il est physique. Et je sais pas si vous vous rappelez l'action où il centre pour Payet, il fait la transversale. Il avait fait 60 mètres. 60 mètres et au départ, on pensait qu'il allait perdre le ballon. Ouais. Il arrive, coup d'épaule et il part. Voilà, il est physique et il est précieux. Il sera précieux sur ce match parce que il sait défendre aussi. Et voilà. Donc je pense que Sissoko, plus personne ne peut avoir de doute. C'est la révélation de l'équipe de France depuis le début de l'Euro. Je vous propose de jouer peut-être un petit peu pour finir cette émission. On va jouer avec l'une des équipes qui sera ce soir sur le terrain, l'équipe du Portugal qui a joué une demi-finale d'une grande compétition il y a 10 ans. Souvenez-vous, c'était Portugal-France et la victoire des Français 1-0. Vous vous souvenez de ce but de Zidane sur penalty? Tiens, faute provoquée sur qui? Est-ce que vous vous souvenez? Qui avait provoqué le penalty? Viltord? Non. 2006. Mohamed s'est perdu. Michel?
Ok, bon, je vous le dis, c'était Ouais. Thierry Henry, voilà. Et je vous propose de retrouver les 22 joueurs qui étaient présents sur le terrain au moment du coup d'envoi. Vous avez droit à une réponse chacun, et puis dès qu'il y en a un qui a une mauvaise réponse ou qui n'a plus d'idée, il est éliminé de ce tour de la table. Allez, Moi, on je vais va assurer, commencer. je vais dire Zidane. Ah, c'est toi qui commence. Ouais, je me suis Allez. un peu déchiré avant, donc je me rattrape. Allez, Zidane pour Mohamed. Michel. Ouais, c'est pas compliqué. 2006. Ouais, 2006, demi-finale, France-Portugal. Makelele. Makelele, exactement. Justine. Deschamps, on l'a déjà dit. Ah, Deschamps il était plus là Il en était plus là. 2006. Ouais, vous voyez. Ah ben voilà, t'es éliminé. Ok. Thierry Henry, effectivement. Mohamed. Ribéry. Ribéry, c'est bon. Michel. Non, je crois qu'il jouait encore. Oh, bah, je vais assurer le coup quand même. Je vais dire Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est bon. Gibril. Evra? Evra n'était pas là. Gibril est éliminé. C'est un Merci, face-à-face Gibril. entre Momo et Mimi. Voilà. Vieira. Vieira, c'est bon. Thuram. Thuram, c'est bon. Barthez. Barthez, évidemment, dans les buts. Ricardo. Ricardo, c'est bon. Nani. Nani, c'est pas bon. Et c'est Michel qui gagne. Ouais. Ricardo Bravo. Carvalho. Oui, Ricardo Carvalho Paulo qui était Ferreira. déjà là. Ouais, très bien. Vas-y. En attaque devait y avoir. Enfin, soit nous. Elder Postiga. Postiga, Postiga, qui était ouais. rentré en cours de jeu par contre. Mais l'avant-centre du Portugal, c'était Paoletta. Paoletta, Ah oui, bien oui, sûr. Paoletta. Et il y avait Maniche, il y avait Fernando Costinha. Moira, il y avait Costinha, non, oui, Costinha derrière, effectivement, Carvalho, Nuno Valente, et il m'en Deco. manque un, Figo, mais oui, Figo. Figo, grand Figo, et côté français, il vous manquait encore Abidal, Galas, Malouda et Sagnol. Voilà, c'était la dernière demi-finale du Portugal, il n'y en a pas eu d'autres depuis. Il n'y a pas eu 2008, l'Euro 2008. 2008. Ils sont sortis quelques fois au premier tour ces dernières années, mais je me semble qu'ils ont fait Ah, sur les 6 dernières compétitions, ils sont arrivés 5 fois, je crois, en demi-finale. Donc 2008, il me semble que oui, à vérifier. Hein. C'est fort probable. Oui, ils étaient en demi et c'est l'Espagne qui les a sortis au tir au but. Ouais, c'est ça. Ouais. Portugal face au Pays de Galles ce soir. Vous voyez quasiment tous le Portugal passer en finale. Face à qui? Face à la France? Bah, on l'espère, ouais. Moi, personnellement, je dois l'avouer, j'ai mis Allemagne gagnant de la compétition depuis le début. Ah ouais. J'avais pas avant prévu le que la début de France l'Euro. soit sur le. Ben ouais, donc peu demain, importe le résultat, je suis heureuse demain. Soit je gagne de l'argent, soit je fais la Si tu fête. peux gagner de l'argent, Dans c'est bien les deux cas, aussi. je fais la fête. Voilà. Ouais. L'Allemagne qui était cotée à 5 au début de la Tout compétition. à fait. Ouais, c'est pas mal. Ouais. L'Allemagne gagne l'Euro en France, je pense que je vais m'enterrer pendant 5 mois dans la Ligue Maginot. Oh. Bon, ce sera pas volé, j'ai envie de dire. Hein. Bah, c'est certainement l'équipe qui Qui est la plus régulière. La plus régulière, la Voilà. plus plaisante aussi à avoir joué, parce que Voilà, contrairement plus plaisante et à l'Allemagne il y a 10-15 ans, et ben là on a un vrai football léché. Voilà, c'est vrai que bon, par rapport à ça, je pense que les Allemands avaient fait un effort, surtout au niveau de la formation. Hein. C'était après 98, ils s'étaient beaucoup inspirés des Français. C'est ça, ils étaient venus voir à Clairefontaine comment ça se passait. Ils ont envoyé des émissaires à Clairefontaine et dans d'autres centres de formation pour voir comment les éducateurs travaillaient, comment un centre de formation était structuré. Et je pense que ça porte ses fruits. Bon, ça a déjà porté ses fruits avant. Hein. Ouais. Surtout l'intégration de joueurs qui sont très très jeunes. Hein. Weigel, il a 18 ans. Draxler est super jeune aussi. Draxler Et est après, jeune. il y a aussi autre chose, des joueurs issus de l'immigration, parce Ce que qui n'était pas ce le qui cas n'était pas avant. le cas avant. Ouais, Voilà, c'est ça. des Ouais. Khedira, des Özil, Emre Can, Boateng. Je vais pas parler de racisme ou quoi, mais peut-être de préférence d'avoir des joueurs typiquement, enfin, vraiment allemands. Maintenant, ils sont un petit À peu- rien, tu peux le dire. à rien, disons. Des bons à rien. Des bons à rien. On va pas aller plus loin, mais, Ouais. Et mais c'est bien, on dirait un peu l'intervention de Willy Sagnol, tu sais. Ouais, Oui, c'est c'est bien ça. parce que le black, il est grand, il est costaud. athlétique. non, mais quoi, c'est un il est constat. costaud. Non, mais c'est triste, mais c'est un Oui, constat. c'était pas le cas avant. C'était pas le cas avant, parce Alors qu'il y avait une immigration il y avait- turque très forte depuis toujours. Voilà, il y en avait ici à un Allemagne. moment donné Mehmet Scholl. Oui, il y Voilà. avait Mehmet Scholl, effectivement. Il y avait Ouais. Mehmet Scholl à un moment donné, mais je pense que tout ça maintenant ça porte ses fruits. C'est vrai qu'on a maintenant une équipe d'Allemagne qui est plaisante à voir jouer et qui produit du jeu, et c'est vrai que maintenant s'ils sont amenés à gagner
en espérant C'est juste. que pour eux qu'ils fassent un bon match contre les Français, qui méritent leur victoire et qu'il n'y ait pas de polémique par rapport à ça. Ouais. Je pense que ce serait pas scandaleux de voir les Allemands gagner. Hein. Et puis s'ils gagnent, tous les Allemands voudront avoir Boateng comme voisin. Donc effectivement, belle équipe d'Allemagne que l'on verra jouer donc demain à Marseille contre cette équipe de France. Voilà pour ces demi-finales. Le Moritoro revient demain à partir de 17h. On va vous laisser aller vous installer tranquillement. Vous allez voir où le match ce soir, Michel, à la Méno, j'ai cru entendre. Non, moi je vais d'abord voir le Racing là, qui est un match de préparation contre l'équipe de France U19. C'est à Vauban, ouais. Je vais aller voir ça. Et puis pour le match ce soir, je vais peut-être retrouver Paolo dans un bar, comme d'habitude. Tu veux pas dire où? Mais je sais pas, tu sais pas. j'en sais rien. Je sais Il veut pas faire de pub. C'est ça, ouais. Tant que t'es pas C'est payé. Vous allez le voir en extérieur aussi? Moi personnellement, tranquillement chez moi, parce que c'est ce genre de match, tout comme les matchs de Ligue des Champions, les grands matchs, j'aime bien les regarder calmement et ne pas être perturbé par ce qui se passe autour. Donc sagement chez moi, avec le téléphone sur silencieux et je pense que ce sera la meilleure chose à faire. Pour ma part, ce sera dans un bar avec mes amis. Justine aussi dans un bar? Pareil. Eh ben, rendez-vous donc ce soir pour ce match entre le Portugal et le Pays de Galles. Demain, France-Allemagne. Et puis je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour le Zénith, pour suivre ce match au Zénith, ou alors au Cinéma Vox également, qui retransmettra ce France-Allemagne.